So we are broadcasting now. And the session will be beginning shortly. We've had, I believe, 25 people sign up to watch this. And even if they don't come on the app and watch it live, everybody that is within the that register can see it at a later time. No problem. So just another minute or two. It's already at 12 o'clock. Let me just give it another minute before we start. And at the end, when there is a question, that's okay. And if there are no questions, are you going to ask other questions, or should we stop before time? If there's not more questions, we can stop before time. Okay. Mm-hmm. Okay, why don't we get started here? Okay. Bonjour, je m'appelle Guillaume Jondeau et je suis le chair du réseau européen Vaskern, le responsable du centre de référence à Paris. Je veux aussi introduire mes collègues Bruno da Silva et Joséphine Grima qui vont participer à la discussion de cette session. Diapositive suivante. Bienvenue dans la troisième semaine et dernière semaine du sommet international E3, éducation, empowerment et enrichissement de notre communauté, apporté à vous grâce à la Fondation Marfan et ses divisions, la Fondation Loïs-Dietz Syndrome et Vasculaire LR dans l'os, et nos partenaires en Europe, Vaskern donc. Diapositive. On remercie les personnes qui participent de faire de ce sommet un vrai sommet historique. C'est de loin l'événement le plus grand qui a été réalisé par la Fondation, avec à peu près 2800 personnes qui sont enregistrées, venant de plus de 72 pays. Nous espérons que vous avez eu la chance de vous connecter ou l'occasion de vous connecter avec des personnes du monde entier grâce à l'application et que vous allez maintenir ces connexions après le sommet, qu'elles vont persister. Comme vous le savez sûrement, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes très reconnaissants à nos sponsors, l'hôpital Brigham and Women's et American Communication Construction, qui rendent cet événement possible. Avant que nous commencions la présentation, je veux que vous sachiez tous que le E3 Summit international est un forum qui a pour but de permettre une discussion ouverte des différents problèmes en rapport avec les anomalies
aortique et vasculaire d'origine génétique. Donc les opinions qui sont exprimées dans les différentes sessions sont celles des speakers et non pas forcément celles qui sont portées par la Marfan Foundation ou par le réseau européen VASCARE. Si vous entendez des différences d'opinion entre speakers et que vous voulez des clarifications, contactez notre Help Center dont l'adresse est marquée sur la diapositive. Et soyez patients parce qu'il peut y avoir beaucoup de questions posées étant donné la taille de ce sommet. Avant que nous allions à la présentation directement, je voudrais que vous vous rappeliez que vous devez nous donner votre feedback quand la session est terminée. Vous pouvez commencer dès maintenant dans la session avec l'application. Vous cliquez sur la note rate qui est soulignée par la flèche et vous répondez aux questions du questionnaire. Votre feedback va nous permettre d'améliorer les choses et ceci est important pour vous. À la suite de la présentation, il y aura plein de temps pour vos questions. Mettez-les dans la section questions-réponses de cette session, dans votre application, et nous ferons le mieux que nous pourrons pour répondre à autant de questions que possible. Essayez de donner vos questions, de vous poser vos questions sans donner de détails personnels à propos de votre situation. Et maintenant, la présentation. You can turn off your video and mute yourself so I can play the presentation. Bonjour, nous allons parler du syndrome de Marfan et apparentés. Je suis Guillaume Jondeau, je travaille au centre de référence syndrome de Marfan et apparentés à l'hôpital Bichat, à l'assistance publique à Paris. Et je suis aussi responsable de la filière du réseau européen et je travaille également à l'INSERM. Alors, le syndrome de Marfan a des critères qui ont beaucoup évolué au cours du temps. Les derniers critères diagnostiques ont été publiés en 2010 et sont ceux-là, et on distingue deux cas. Soit il n'y a pas d'histoire familiale, soit il y a une histoire familiale. En l'absence d'histoire familiale, si l'aorte est dilatée, le Z-score supérieur à 2 veut dire que l'aorte est dilatée. Si l'aorte est dilatée et qu'il y a une mutation dans le gène de la fibrilline, qui est la protéine qui est anormale dans le syndrome de Marfan classique, à ce moment-là, on parle de Marfan. S'il y a une dilatation aortique et une ectopie du cristallin, qui est représentée ici, alors on a un syndrome de Marfan. Si on a une dilatation aortique et des signes systémiques qu'on va voir, avec un score supérieur à 7, alors on a un syndrome de Marfan selon cette définition. En cas d'ectopie du cristallin, avec ou sans signe systémique et de mutation dans le gène de la fibrilline, on peut dire qu'il y a un syndrome de Marfan si la mutation dans la fibrilline a déjà été associée avec un problème aortique. Sinon, on parle d'ectopie du cristallin. Dans le cas d'histoire familiale, à ce moment-là, il suffit d'avoir une dilatation de l'aorte ou une ectopie du cristallin ou des signes systémiques pour qu'on puisse porter le diagnostic de Marfan chez un parent direct, donc de quelqu'un qui a un syndrome de Marfan déjà diagnostiqué. Vous voyez ici l'ectopie du cristallin, vous voyez ici l'aorte initiale qui est dilatée, et vous voyez ici le gène de la fibrilline avec des tas de chiffres qui correspondent à différentes mutations. Il y a plus de 2000 mutations connues à ce jour. Alors le score systémique, il est représenté ici, il est un peu indigeste, pectus, signe du poignet, scoliose, protrusion acétabulaire, diminution d'extension des coudes, etc. sont des signes squelettiques, mais il y a aussi des signes pulmonaires, pneumothorax, des signes cutanés, vergeture, cardiaque, avec le prolapsus alvéolaire mitral et ophtalmo avec la myopie. Et donc chacun des signes est affublé d'un score, et quand le score dépasse 7, on dit qu'il y a une atteinte systémique. Voilà le signe du poignet, qui a la capacité de faire chevaucher une phalange, pas simplement se toucher, mais une phalange entre le pouce et le petit doigt. Donc ça vaut un point à lui tout seul, mais s'il y a le deuxième signe, qui est le signe du pouce, c'est-à-dire le fait que le pouce dépasse quand on ferme le poing, les deux ensemble font 3 points. Il peut y avoir un pied plat,
qui peut être tout seul ou bien qui peut entraîner une anomalie de l'arrière-pied. En fonction de la sévérité, il y a plus ou moins de points. Vous voyez ici une personne qui a un syndrome de Marfan du côté gauche et pas de syndrome de Marfan du côté droit. Et vous voyez la différence avec le fait que les os longs sont plus grands. Et donc, il y a une jambe qui est plus grande que l'autre. Voilà. C'est un cas tout à fait exceptionnel qu'il est difficile d'expliquer sur le plan génétique. Et si j'ai bien compris, mais moi, je suis cardiologue. Donc, je ne sais pas. Autre signe squelettique, la scoliose, qui peut être à double courbure, qui peut être absente aussi. Il y a une grande variabilité dans tous ces signes et qui entraîne également un score systémique. Autre signe, la protrusion acétabulaire, la tête du fémur, vous voyez le fémur, l'os de la jambe qui rentre dans le bassin, ici. Donc, ça s'appelle une protrusion acétabulaire avec 2 points. Une déformation thoracique avec un pectus qui est ici en avant, donc on dit carinatum, 2 points, et qui peut être en creux, en arrière, des excavatum, ça peut être avec des asymétries. Vous voyez les grands membres avec les pieds plats. Et puis, il peut y avoir des anomalies de la face qui entraînent une dolichocélophélie, une hénophthalmie, des fentes palpébrales en bas et en dehors, et des hypoplasies malaires, etc. Et enfin, ectasie durale, c'est-à-dire le fait que la moelle épinière qui est ici et qui est entourée dans son sac a un sac qui normalement diminue de taille en descendant, et là va s'élargir dans la partie basse. Tous ces signes donc donnent un score qui va permettre de porter le diagnostic de syndrome de Marfan classique. Et on va ensuite de ça proposer une prise en charge. Et cette prise en charge, elle va porter sur les différents systèmes. Au niveau de l'aorte, on va éviter les sports violents, puisque les sports violents font augmenter la pression artérielle et donc risquent de dilater plus l'aorte. On va proposer des bêta-bloquants, qui sont les traitements de référence sur lesquels on va revenir. On va surveiller le diamètre de l'aorte régulièrement, tous les ans, pour voir si elle grossit. Parce que si elle grossit au-delà d'une certaine valeur, 50 mm, à ce moment-là, on va la remplacer par chirurgie. Et puis on descend à 45 mm si l'aorte se dilate trop rapidement. Ça, c'est donc la partie aortique. Il y a une surveillance ophtalmologique qui peut justifier le fait de retirer le cristallin s'il y a une complication de l'ectopie du cristallin. Il y a les complications de la myopie avec les décollements de rétine. Il y a des signes squelettiques qui peuvent être traités, la scoliose, alors allant de la kinésithérapie, du corset ou voire la chirurgie. Et puis il y a les traitements symptomatiques, les signes squelettiques, les douleurs et les complications des signes squelettiques chez les gens plus âgés sont plus importantes qu'autrefois, puisque maintenant qu'on traite bien le cœur, eh bien, les autres problèmes apparaissent. Le pneumothorax, ce n'est pas de traitement spécifique, drainage, talcage, ectasie durale. Ça peut être responsable du fait qu'il y ait des céphalées, des maux de tête dans certaines situations et qu'on peut traiter d'une façon particulière le blood patch. Voilà le traitement bêta-bloquant. Vous avez ici le diamètre aortique exprimé en nombre de fois la valeur normale. Donc 1, c'est la valeur normale du diamètre aortique, ça c'est 2 fois la valeur normale, 3 fois la valeur normale, et puis le temps qui passe, et vous voyez l'aorte qui se dilate au cours du temps. Alors chez la moitié des patients, on n'a pas donné de traitement, et chez l'autre moitié, on a donné un traitement bêta-bloquant. Et vous voyez que ceux qui reçoivent le traitement bêta-bloquant ont une vitesse d'augmentation du diamètre de l'aorte qui est moindre. Et donc, a priori, le traitement bêta-bloquant protège. Les 2 qui sont avec des flèches, là, sont ceux qui refusaient de prendre leur traitement. Basé sur cette étude, on propose le traitement bêta-bloquant à tout le monde, y compris ceux qui ont un diamètre aortique initial normal. Il y a eu beaucoup de discussions sur le losartan, et donc je vais vous en dire un mot. C'est issu d'une étude publiée et qui a utilisé des souris. Donc les souris normales ont une paroi aortique qui est bien structurée comme ça. Les souris Marfan ont une paroi aortique déstructurée. Et puis quand on met un bêta-bloquant, qui est le traitement qu'on met chez l'homme, je vous l'ai dit, c'est un peu mieux, mais pas beaucoup. Et quand on met du losartan, c'est beaucoup, beaucoup mieux. La vitesse de dilatation diminue, enfin tous les indices laissaient penser que c'était un traitement miracle. Alors il y a eu des études qui ont été faites chez l'homme, une étude américaine qui a comparé 2 groupes de 300 patients, l'un recevant du losartan, donc ce nouveau traitement, et l'autre l'athénolol, qui est le traitement bêta-bloquant de référence. Et en fait, c'est l'athénolol qui se dilate le moins, et cette différence, elle est significative sur le plan statistique à un niveau. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'athénolol qui, vous voyez, a le moins d'événements. Ça, c'est le temps qui passe. Et le taux d'événements aortiques
dans le groupe qui reçoit l'athénologue, il y a eu 10 événements, c'est-à-dire chirurgie, dissection ou décès, alors que dans le groupe qui a eu losartan, il y en a eu 19. Donc ça n'a pas confirmé les espoirs qu'on avait. En France, on a fait une étude aussi qui était losartan versus placebo, donc pas losartan versus bêta-bloquant, mais losartan versus placebo. Et on n'a pas d'évidence de différence significative dans la vitesse de dilatation de l'aorte au cours du temps. Donc ça n'a pas été confirmé au niveau humain. La deuxième chose que je vous ai dit qu'il fallait faire, c'est mesurer le diamètre aortique. Et donc ici, vous avez un petit schéma qui vous montre une aorte, là, donc le tuyau qui part du cœur et qui va envoyer le sang partout, avec ses valves qui sont représentées ici. Là, ici, c'est la valve mitrale, ici, c'est le ventricule gauche, et ici, l'oreillette gauche. Donc le sang va passer du ventricule gauche à l'aorte. Et on va mesurer l'aorte à différents niveaux. Le plus important, c'est le diamètre numéro 2, qui est le diamètre maximum, qui est le sinus de Valsalva. C'est l'endroit d'où partent les artères coronaires pour vasculariser le cœur. Et c'est l'endroit qui a tendance à se dilater le plus dans le syndrome de Marfan. Donc c'est cet endroit-là qu'on va mesurer. Et c'est sur ce diamètre-là que généralement on pose les indications opératoires. Les autres diamètres qu'on mesure sont le diamètre au niveau de l'aorte tubulaire. Il y a une forme de tube, donc on l'appelle tubulaire. Et la jonction entre le sinus et le tube, c'est la jonction sino-tubulaire. C'est le diamètre numéro 3. Donc on va mesurer ça une fois par an, par échographie cardiaque, et quand on ne voit pas bien, par scanner ou IRM. Et puis on va proposer la chirurgie quand on arrive à 50 mm ou 45 mm, on va y revenir. Voilà un exemple d'aorte mesurée avec un scanner, où vous voyez que le diamètre maximum, ici, là, il est de 49 mm. On est presque à l'indication opératoire, avec le ventricule gauche qui est ici, et l'aorte qui part comme ça. Alors cette image-là, c'est la même que la précédente, mais coupée perpendiculairement. Donc on coupe une rondelle d'aorte, en quelque sorte, dans sa partie sinus de Valsalva. Je vous montre ça pour vous montrer que ça n'est pas rond, qu'il y a 3 valves, et donc on en voit une ici, hop, une deuxième valve ici, et une troisième valve là. Et à chaque valve, il y a un sinus. Et donc les diamètres peuvent être mesurés de différentes façons, et c'est important de comparer les images d'une année sur l'autre pour voir s'il y a une évolution, pas simplement de se baser sur le compte-rendu. Les indications, je vous les ai déjà données, 50 mm, c'est l'indication classique, et puis on peut proposer 45 mm quand il y a un facteur de risque, histoire de dissection aortique dans la famille, pour un diamètre de moins de 50 mm, ou une augmentation rapide du diamètre, avec la même image, la même technique d'imagerie, c'est-à-dire échographie cardiaque ou RMN ou scanner, au même niveau de l'aorte, en comparant les deux examens en même temps. Et il faudra confirmer cette dilatation par une autre technique, puisque comme c'est difficile à mesurer, on peut faire des erreurs. On peut amener à opérer plus tôt aussi s'il y a un problème valvulaire qui justifie la chirurgie, ou bien s'il y a une envie de grossesse, on y reviendra dans la discussion. Si on fait ça, eh bien ça se passe bien. Là, voici une étude portant sur 950 patients qui avaient une mutation FBN1, qui ont été suivis pendant bien longtemps, pendant plus de 10 ans. Et sur ces 950 patients suivis, il y a eu 3 dissections qui sont survenues et qui étaient à moins de 50 mm. Et vous voyez qu'en fait, les problèmes, ils commencent à 50 mm et surtout à 55. Et que donc, en proposant un seuil opératoire à 50, on évite les dissections de l'aorte. Alors, il y a type A, c'est l'aorte ascendante, et type B, c'est l'aorte descendante. On y reviendra plus tard. Qu'est-ce qu'on propose comme chirurgie? Eh bien, on propose de remplacer l'aorte ascendante. Donc, l'aorte, elle est ici. C'est le tuyau qui monte, qui va donner les vaisseaux du cou et qui va redescendre dans le dos pour aller jusqu'aux jambes. Et là, la valve a été remplacée par une valve mécanique et la partie initiale de l'aorte par un tube en dacron, et on a réimplanté l'artère coronaire, qui est l'artère qui vascularise le muscle cardiaque. Donc ça s'appelle une intervention de Bentall. Ça a été réalisé pour la première fois en 68. Ça a fait largement ses preuves. La deuxième intervention qu'on propose de plus en plus maintenant, c'est une intervention qui conserve les valves. Donc il peut y avoir une intervention de Yacoub, une intervention de David, une intervention de Lansac. Chacune a ses particularités. Le principe est qu'on garde la valve, on réimplante les coronaires et on remplace la partie initiale de l'aorte par un tube en dacron. Ça évite d'avoir les complications des valves artificielles.
Quand quelqu'un a été opéré de l'aorte, il n'a pas forcément eu tous les problèmes résolus. Et vous voyez qu'il peut y avoir des dissections de l'aorte descendante. L'aorte monte pour donner les vaisseaux du cou, puis va redescendre jusque dans les jambes. Cette partie descendante peut disséquer, et vous voyez qu'elle peut disséquer même quand les diamètres aortiques qui sont représentés ici sont 31 mm, ce qui est normal, 33 c'est normal, 35 c'est normal, 36 c'est normal. Donc en gros, une fois sur 4, les dissections surviennent alors que l'aorte ascendante n'est pas anormalement dilatée, ce qui veut dire que tout le monde doit prendre un traitement et qu'on doit le poursuivre après la chirurgie. Parce que pendant la chirurgie, on remplace cette partie de l'aorte, et c'est l'ensemble de l'aorte qui est fragilisé, et il faut protéger l'ensemble de l'aorte, ça par la chirurgie peut-être, et ça par le traitement bêta-bloquant. Alors, on a fait le syndrome de Marfan, qui est donc une des causes d'anévrisme de l'aorte ascendante. Il y a d'autres causes d'anévrisme de l'aorte ascendante, avec des évolutions beaucoup plus rares, enfin beaucoup plus tardives. Là, c'est le rouge, c'est les Marfan qui sont opérés en moyenne à 38 ans. En violet, les gens qui ont d'autres causes, les valves aortiques bicuspides, dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui, qui sont opérés 20 ans plus tard, et 10 ans plus tard encore, les anévrismes dégénératifs. Et donc, dans ces anévrismes de l'aorte, il y en a qui sont syndromiques, c'est-à-dire qui sont associés à des signes cliniques, dont le Marfan, mais il y en a beaucoup qui sont juste familiaux, génétiques, sans signes associés. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas génétiques. Donc on a vu le syndrome de Marfan, avec le pectus excavatum ici, le signe du poignet et l'ectopie du cristallin, qui est juste à titre d'exemple. Il y a d'autres syndromes qui sont en rapport avec des mutations dans d'autres gènes, Marfan de type 2 ou syndrome de Loeys-Dietz. On va s'arrêter sur ce syndrome de Loeys-Dietz. Il a été rapporté en 2006 et avec ces photos où vous voyez les yeux qui sont plus écartés que d'habitude. Vous voyez une luette bifide au fond de la gorge. Vous voyez aussi les yeux plus écartés. Vous voyez une peau fine avec des veines qui sont très apparentes et des cicatrices qui sont épaisses. Et vous voyez la luette bifide toujours, les yeux écartés et les vaisseaux qui sont tortueux. Donc ça, c'est le syndrome de Loeys-Dietz. Et on sait que ce syndrome de Loeys-Dietz est associé à un risque plus élevé de dissection aortique. Et quand on compare les gens qui font une dissection à ceux qui n'en font pas, et qui ont une mutation dans ce gène TGF-bêta-R2, qui n'est pas donc la fibrilline, on voit que ceux qui ont une tortuosité de l'aorte, normalement l'aorte elle est toute droite, et là vous voyez elle est tortueuse. La tortuosité de l'aorte est associée à un surrisque de dissection. La tortuosité des vaisseaux du cou, ici vous voyez que c'est tortueux, cette artère n'est pas droite, alors que normalement, voilà, une artère normale, elle est droite. Donc cette tortuosité est aussi associée à un surrisque de dissection. Le fait d'avoir les yeux écartés, que je vous ai montré, également. Le fait d'avoir la luette bifide, également. Et le fait d'avoir des cicatrices larges, représentées ici, également, tout ça qui constitue le syndrome de Loeys-Dietz est associé à un surrisque de dissection aortique et donc on doit être prudent. Il y a d'autres signes qui ne sont pas associés à plus de risques aortiques, par exemple tous les signes squelettiques qui peuvent être observés chez ces patients-là aussi et qui sont présents dans le syndrome de Marfan classique et ils peuvent être présents en cas de mutation donc de ce gène TGF-bêta-R2, mais qui ne sont pas associés à un surrisque de dissection. Donc le syndrome de Loeys-Dietz initialement avait été rapporté comme étant un syndrome avec une mortalité très élevée. Vous voyez que 50% de survie, ça fait à peu près 35 ans sur ce schéma. Et puis en fait c'est comme toujours, ce sont les cas les plus graves qui sont rapportés avec essentiellement des cas index, des gens qui révèlent leur pathologie par une complication, donc c'est les formes les plus graves. Et quand on fait une étude internationale, on se rend compte qu'en fait 75% des patients présents survivent à 75 ans. Donc on a une survie qui est bien meilleure que celle qui a été rapportée initialement, comme c'est toujours le cas pour une nouvelle pathologie. Donc on a parlé du syndrome de Marfan, on a parlé du syndrome de Loeys-Dietz, et il y a d'autres syndromes encore, comme ici le SMAD3 qui est associé donc ostéoarthrite, avec des anomalies articulaires, notamment des artères périphériques, en plus de l'anévrisme et de quelques signes squelettiques. Et je vais finir en vous expliquant un petit peu les grands types d'anévrisme et comment est-ce qu'on les comprend aujourd'hui. L'aorte, c'est le vaisseau qui est représenté ici. Il a comme rôle de maintenir le sang à l'intérieur et il doit tenir une pression. Donc plus la pression est élevée, plus l'aorte doit avoir une paroi épaisse. Et donc cette régulation de
la paroi de l'aorte, elle se fait dans la paroi qui est représentée ici par les cellules qui sont les cellules musculaires lisses, qui sont représentées là. Voilà, ça c'est une cellule musculaire lisse. Et entre ces cellules, vous voyez qu'il y a des structures qui sont solides, des fibres d'élastine, et puis il y a des petits fils qui relient ces cellules à ces structures solides et qui permettent à la cellule de sentir la tension, c'est-à-dire la force qui est exercée, et de savoir s'il faut qu'elle augmente l'épaisseur, qu'elle renforce ou pas la paroi. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, voilà la cellule musculaire lisse, voilà la matrice extracellulaire. On sait qu'il y a 3 grands groupes de pathologies. Les anomalies de la matrice extracellulaire. Donc, c'est la fibrilline, ce n'est pas elle qui est anormale, mais c'est toutes les protéines qui sont autour de la fibrilline qui font de l'élastine, pardon, c'est la fibrilline qui est anormale, mais c'est toutes les protéines, la microfibrilline, la fibrilline, etc., qui font que l'élastine est bien organisée, qui, quand elles sont anormales, favorisent l'anévrisme. Le deuxième groupe de pathologies, c'est les anomalies des protéines contractiles, parce qu'il faut que la cellule sente la tension, et donc elle se contracte. Si elle ne peut pas se contracter, elle ne sent pas bien, et elle n'est pas capable d'adapter la composition de la matrice extracellulaire à la tension qui est appliquée dans le vaisseau. Et le troisième groupe de pathologie, c'est la voie du TGF-bêta, avec le TGF-bêta-R2 pour lequel on a vu le STITS, qui est en fait une anomalie, quand cette voie est anormale, de la réparation, car cette voie est responsable de la réparation. Donc on conçoit que si la réparation n'est pas bonne, eh bien l'anévrisme de l'aorte va survenir parce que la paroi va se fragiliser. Voilà. Donc en conclusion, on a vu le syndrome de Marfan, qui est le syndrome le plus fréquent, mais qui n'est qu'un des éléments d'une grande famille qui sont les formes familiales d'anévrisme de l'aorte ascendante ou les syndromes de Marfan apparentés, pour lesquels vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, beaucoup de nouveautés, qu'on comprend beaucoup de choses nouvelles et de phénomènes physiopathologiques et qu'on a de nouveaux traitements à proposer. Je vous remercie de votre attention. Voilà, bon, oui, donc la présentation a été faite. Et c'est le moment de poser vos questions et je suis là pour y répondre. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les poser? Alors, il y a une première question qui est: est-ce que le syndrome de Marfan et le Tethered Spinal Cord Syndrome sont associés? Le Tethered Spinal Cord Syndrome, c'est un syndrome dans lequel la moelle épinière est tirée dans le canal lombaire et peut entraîner un certain nombre de signes. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe dans le syndrome de Marfan, et donc il n'y a pas d'association entre le syndrome de Marfan et le Tethered Spinal Cord Syndrome. Pas d'association. Deuxième question, avez-vous des collègues canadiens avec qui je pourrais discuter? Eh bien, j'ai envie de vous renvoyer auprès de l'association de patients canadienne qui s'appelle GADA et qui a un site internet, gadacanada.ca, sur lequel vous avez la liste de tous les centres qui sont répertoriés et vous devriez pouvoir trouver des collègues canadiens avec lesquels vous pourriez discuter des différents problèmes que vous rencontrez simplement. Voilà. Je crois qu'il y a une autre question à propos de la relation entre l'anévrisme aortique et le risque de contamination en cas d'infection à la Covid-19. Alors, c'est une question du jour, ou un peu d'hier et encore un peu d'aujourd'hui, peut-être encore de demain malheureusement. Il n'y a pas de raison de penser que le fait d'avoir un anévrisme aortique rende les gens plus fragiles. Pourquoi? Parce que la Covid-19 entraîne une infection. Donc c'est une infection, il n'y a pas de raison de penser que les défenses immunitaires sont altérées par l'anévrisme de l'aorte ascendante ou par le syndrome de Marfan ou par le syndrome de Loeys-Dietz ou par tous ces syndromes qui peuvent entraîner des anévrismes de l'aorte ascendante. Donc il n'y a pas de plus de risque d'infection. Et d'autre part, il n'y a pas de raison de penser que les défenses des gens sont amoindries en cas d'infection. Donc on se défend de la même façon. Et le traitement qui est proposé pour la Covid-19 est un traitement qui est
maintenant essentiellement basé sur les corticoïdes et un traitement symptomatique, antibiotiques en cas de surinfection, pour lequel il n'y a pas d'interaction avec les anévrismes de l'aorte ascendante. Donc la réponse est pas plus de risque d'infection, pas plus de risque de complications chez des gens qui ont un anévrisme de l'aorte ascendante, un syndrome de Marfan ou un OS10 en cas d'infection par le Covid-19. Voilà. D'autres questions à poser? Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, eh bien, peut-être va-t-on clore cette session ici. Et si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez toujours les poser. Vous pouvez les soumettre à travers le website. I think somebody else wants to ask a question, so OK. let them know to put it in the Q&A on the app or website. Donc, si vous avez une question, il semble qu'il y ait quelqu'un qui va poser une question, posez-les sur le website ou sur l'application pour qu'elle puisse apparaître. Non? No, I didn't see it come in. OK. Donc, shall we stop here? Okay, so we'll continue with the other slides. Yes. Okay. I can see the slide. 1 second. OK. Voilà, donc si vous avez vos questions, vous avez des nouvelles questions qui vous viennent, vous pouvez les poser à travers le site internet. Vous avez l'adresse du site internet marfan.org E3 Ask, E3 Summit, Ask, comme poser la question. N'oubliez pas de répondre au feedback sur cette session et donc de compléter dans l'application le questionnaire qui vous est proposé. On espère que vous allez continuer à participer à ces sessions jusqu'à la fin de la semaine, puisque c'est la dernière semaine, et que vous utiliserez l'application pour vous connecter avec d'autres personnes à travers le monde, puisque l'application permet de faire cela. Si vous voulez partager votre expérience ou des informations avec les social media, vous avez le dièse E3 Summit 20 que vous devez utiliser. Et si vous voulez plus de programmes d'éducation ou de programmes expliquant ce qui se passe dans la communauté, tel que celui-ci, tel que ce sommet, eh bien, c'est l'occasion de faire une donation. Cette aide permet de continuer le travail qui permet de sauver des vies, d'informer. Et le website qui est sur ce PowerPoint et c'est le point sur lequel vous pouvez avoir des discussions à ce sujet. Diapositive suivante. Voilà, après ce sommet, il va y avoir un autre jour qui est important, qui est pas un jour d'ailleurs, qui est une semaine. La semaine de prise de conscience de maladies aortiques entre le 19 et le 26 septembre. Cet événement qui a une portée mondiale est aussi soutenu par la Marfan Foundation, la fondation Marfan américaine, et nous espérons que vous allez y participer et que vous allez vous aussi lever les mains pour lever et favoriser la prise de conscience des facteurs de risque associés à la maladie aortique. Les informations sont disponibles sur l'application pour ce sommet, sur notre website et sur les médias sociaux. Voilà, pas de commentaires particuliers, sauf que vous remercier d'y avoir participé
et faire en sorte que vous preniez le maximum de bénéfices de ce sommet qui est vraiment très, très riche et aussi grâce à vous. Merci à vous. And thank you very much. Let me add my thank you to you, Dr. Janjo, for helping us bring some multi-language French material to members in Europe. And thank you for your time. So long.